Donc, si vous voulez, on n'a pas tenu compte des Sahraouis et on a eu tort. On a eu tort pour plusieurs raisons. Si vous voulez, on a pensé que ces Sahraouis étaient des hommes et des femmes qui ne pouvaient qu'être que du côté marocain ou du côté du Front Polisario. Qu'il n'y avait pas d'espace médian pour eux au milieu. Or, pour toutes sortes de raisons, avec la mondialisation, avec l'ouverture des médias, ceux qui sont du côté, si vous voulez, qui est administré par le Maroc, ils vont aussi bénéficier de l'ouverture du système et ils vont avoir des journaux, ils vont avoir une télé, etc., qui va s'ouvrir. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir deux phénomènes concomitants en fait. C'est que d'une part, si vous voulez, ces liens très étroits qu'il y avait entre une partie des élites sahraouis et Hassan II, qui avaient été cooptés, se sont distendus avec le temps et que Mohamed VI n'a pas mis en place le même type de lien avec ces élites. Pour lui, c'était des Marocains. C'était des Marocains avec le bon côté et les mauvais côtés, et ils étaient logés à la même enseigne. Le problème, c'est que les liens se sont distendus et il n'y a rien eu pour remplacer, si vous voulez, ce lien qui était existant entre les élites et le palais royal. Donc les jeunes générations, elles n'étaient plus liées directement à à Rabat, à la monarchie, et d'autre part, si vous voulez, elles ont bénéficié de l'ouverture. Donc, elles vont revendiquer, mais elles vont revendiquer sur un autre registre. Elles ne vont pas aller rallier le Front Polisario, elles vont puiser dans le registre des droits de l'homme pour redéfinir cette identité sahraoui. Donc, si vous voulez, pour redéfinir l'identité sahraoui, on va dire, au nom des droits de l'homme, je demande ceci et cela. Mais en réalité, ce qu'ils demandent, ils ne le demandent pas au Front Polisario, ils sont dans une négociation directe avec Rabat, comme dans une relation de gouvernant à gouverné, et ils prennent pour témoin la communauté internationale. Donc là, on est vraiment dans un nouveau cas de figure, et ces drapeaux que l'on va voir brûler dans les années 2005, ces manifestations à répétition, l'affaire Aminatou Haïder, l'installation des camps dernièrement dans cette région, relèvent de cette même logique. Relève exactement de cette même logique. On ne sait pas exactement si ces gens qui revendiquent veulent réellement l'indépendance. Ce n'est pas du tout sûr. Moi, personnellement, je n'en suis pas sûre. Simplement, ils mettent la barre très haut et ils ont les moyens, si vous voulez, de négocier en agitant le spectre de l'autodétermination et en laissant entendre, si vous voulez, que l'indépendance est possible. Donc voilà où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que tout est figé, tout est bloqué. En réalité, ce n'est pas si bloqué que ça. Il y a un plan d'autonomie, bien sûr, mais il y a, si vous voulez, une nouvelle réalité humaine qui change fondamentalement la donne. Parce que les Marocains considèrent, si vous voulez, que là où la souveraineté sultanienne était existante et là où certaines tribus, peut-être pas toutes d'ailleurs, avaient fait allégeance au sultan, et ben ce territoire, il ne pouvait qu'être rattaché au Maroc parce que l'empire, si vous voulez, entre guillemets marocain, se construisait en fonction des allégeances qui étaient faites au sultan. Alors ça, c'est une vision des choses. Reste que lorsque, en 1974, le roi Hassan II a soumis des questions justement à la Cour internationale de justice de La Haye, la réponse a été mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que d'abord, ce n'était pas une terra nullius, oui, mais d'un autre côté, certaines des tribus avaient fait allégeance et pas toutes. Mais dans le même temps, et si vous voulez, il y a des anthropologues espagnols qui l'ont très bien expliqué, notamment Baroja, a expliqué que ces liens tribaux, ils étaient très circonstanciés. C'est-à-dire il suffisait qu'il y ait soit un mariage,
soit un accord commercial, soit une entente à un moment donné, pour qu'il y ait un accord et une bay'a et une allégeance entre la monarchie ou le sultanat à l'époque et une tribu ou plusieurs tribus. Donc à partir de la dessinée des frontières, à partir de ces droits historiques, comme dit le Maroc, on peut l'accepter. Mais à ce moment-là, si vous voulez, ce qui est moins acceptable, c'est de tergiverser et de dire une fois c'est les droits historiques, une fois j'accepte le droit international en 1981 à Nairobi. Et si vous voulez, c'est le passage de l'un à l'autre qui a fait que la position du Maroc à un moment donné était très peu lisible à l'extérieur et très peu claire. Donc, instrumentalisation de l'histoire, peut-être pas, mais appréciation différente de cet espace et de la souveraineté qu'on peut avoir sur cet espace. Pour les Algériens, les choses sont beaucoup plus claires, parce qu'il n'y a jamais eu de revendication du Sahara occidental. Donc il n'y a jamais eu mise en avant d'une appartenance. On a beaucoup mis en avant ce couloir qui devait aller vers l'Atlantique. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit la vraie raison. Je pense que la vraie raison, c'était de ne pas donner les moyens aux Marocains de revenir sur la notion de frontière, de ne pas s'agrandir. Et si vous voulez, derrière tout ça, il y avait une rivalité, si vous voulez, pour le contrôle du Maghreb dans son ensemble, une rivalité entre les deux puissances de la région, une rivalité entre les deux régimes politiques et une rivalité de leadership finalement. À partir de là, si vous voulez, on a construit sa puissance politique sur cette donne et sur ces visions complètement divergentes. Et comme les systèmes politiques restent fondamentalement inchangés, quelle que soit la classe politique et son rajeunissement, eh bien, si vous voulez, ces fondamentaux qui étaient au soubassement de ce conflit, à l'origine de ce conflit, ne se sont pas du tout évanouis. C'est la raison pour laquelle, si vous voulez, on est encore dans des bricolages où on a les fondamentaux et ces raisons qui sont toujours là, et on a d'autres raisons, si vous voulez, qui viennent s'ajouter et qui viennent complexifier la donne. Alors ça, moi je pense que cet immobilisme, le statu quo, le fait que le temps ne peut que jouer en faveur du Maroc, que ça ne peut pas empirer, à mon avis c'était le cas dans les années 90 et que ça n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est depuis un moment déjà. Depuis un moment, on le voit avec ces manifestations à l'Ayoun, on le voit avec cette dimension humaine dont je parlais tout à l'heure, on le voit lorsque justement toute la production de cette région, le Maroc a du mal à la commercialiser. On le voit parce qu'il y a un regard de la communauté internationale sur la gestion de cette région par le Maroc, et le Maroc veut passer à un autre statut, véritablement. Alors, pour les Algériens, le changement n'est pas fondamental, il n'est absolument pas fondamental. À mon avis, la donne nouvelle qui est venue s'ajouter et qui a pu mobiliser, si vous voulez, les États-Unis et partiellement l'Europe, c'est la donne sécuritaire. La donne sécuritaire, c'est-à-dire la région sahélienne qui s'étend, si vous voulez, cette zone de non-droit un peu qui s'étale sur plusieurs pays, le Niger, le Mali, l'Algérie, une partie de la Mauritanie, avec des éléments anciennement du GSPC, aujourd'hui Al-Qaïda au Maghreb islamique, et dont on ne sait pas justement si elle a des liens ou des connexions avec le Front Polisario, avec les Touaregs de la région, avec des éléments importés du Moyen-Orient. Tout ça est à la fois opaque, mouvant, changeant, et on a tendance à croire que chacun a envie de se débarrasser de son ennemi. Donc l'ennemi, c'est le GSPC pour l'Algérie, c'est le Front Polisario pour le Maroc, et on veut peut-être mobiliser les États-Unis pour se débarrasser de ses ennemis comme par enchantement.
Pour la notion de sécurité pour le Niger et le Mali, elle est tout autre d'ailleurs. Elle est très différente. C'est la sécurisation des frontières, c'est d'autres données. Donc on voit que même sur la notion de sécurité, il n'y a pas d'entente et il n'y a pas ces connexions avérées dont parle le Maroc et qu'évoquent certains. Aujourd'hui, ça n'est pas du tout avéré. Ceci étant, on ne peut pas balayer ça d'un revers de manche. Vous avez malgré tout une communauté de gens très aguerris au plan politique, qui ont manipulé des armes, ils n'en ont pas aujourd'hui, qui ont manipulé des armes, qui sont dans la région et qui pourraient se voir tenter de, si vous voulez, d'aller grossir les rangs de Al-Qaïda au Maghreb islamique. Mais aujourd'hui, ce sont réellement des hypothèses. Ce sont des hypothèses. Mais en tout cas, cet aspect sécuritaire, bien sûr, mobilise les Américains. Ils n'ont pas outre mesure, parce qu'ils ont quand même un intérêt très faible pour la région. Et ils mobilisent les Français, parce que ça peut être effectivement une cour arrière de ce qui pourrait se passer en Europe ou ce qui pourrait avoir des rebondissements en Europe. Je pense que effectivement le Maroc devait sortir de ce conflit et devait proposer une sortie de crise, une issue à ce conflit. Alors, à partir du moment où on s'est dit que, à partir du sondage qui a été fait à la fin des années 90, que l'autodétermination, elle pouvait conduire, ou elle était susceptible de conduire soit à une mauvaise victoire sur le plan politique, soit à une indépendance, et ben, le roi Mohamed VI l'a écarté et il a gardé l'autonomie. Il a gardé l'autonomie en se disant au moins comme ça, c'est moi qui la propose, enfin c'est le Maroc qui la propose, et donc ça donne déjà l'impression d'être une victoire marocaine dans ce conflit. Ça, c'est une illusion et une fiction, et qui, à mon avis, vient complexifier les choses de manière inutile. L'autonomie, elle n'est ni bonne ni mauvaise. Reste à savoir qu'il faut la définir. Moi, je pense que l'autonomie, c'est pas la meilleure des solutions, c'est la seule. Je pense que c'est la seule solution aujourd'hui, compte tenu de l'évolution de la situation. Reste à savoir que l'autonomie, malgré tout, elle doit être négociée entre les protagonistes. Ça doit être un processus auquel on aboutit au terme à la fois de négociations, d'accords, et ça doit être un compromis entre les acteurs, d'autant plus que là vous êtes dans une situation d'une situation où il n'y a ni vainqueur ni vaincu. Donc à partir de là, si vous présentez l'autonomie comme une solution par le haut, dictée par le Maroc, voulue par le Maroc, et comme une solution marocaine d'une victoire marocaine, eh ben la partie adverse, elle ne va pas l'accepter. Elle ne peut pas l'accepter. Elle ne peut pas l'accepter parce qu'elle n'est pas dans une situation d'échec franc. Comme le Maroc, il n'est ni dans une situation de victoire, ni dans une situation d'échec. Donc, finalement, qu'est-ce que vous allez négocier dans le cadre d'une autonomie? Une autonomie, malgré tout, c'est un transfert de pouvoir. Un transfert de pouvoir pour gérer des ressources et pour gérer des hommes. À qui vous allez transférer des pouvoirs? Vous allez les transférer à une assemblée qui est élue et qui est représentative. Donc, cette assemblée, elle est représentative de qui? Elle est représentative des Sahraouis. Aujourd'hui, comment vous pouvez définir un Sahraoui, compte tenu, si vous voulez, de tous ces mélanges des populations? Si vous dites, moi j'ai 4 grands-parents Sahraouis, très bien. Bon, si c'était si simple, on aurait eu des listes, si vous voulez, électorales dans les années 90. On ne les a pas eues, justement parce que c'était très complexe et que les deux partis ont voulu venir jouer justement sur le nombre. Donc aujourd'hui, celui qui s'est déplacé dans les années 80 et qui est venu de Tanger ou d'ailleurs, qui s'est installé là, est-ce qu'il a, oui ou non, un droit légitime de se prononcer sur la souveraineté de cette région? Moi, je ne sais pas, je n'ai pas de réponse.
mais ça dépend des critères que vous allez mettre en place. Or, si vous voulez, cette assemblée, aujourd'hui, il faut qu'elle soit représentative des Sahraouis, mais il faut aussi qu'elle travaille en confiance avec Rabat, sinon ça ne peut pas se faire. Si c'est pour conduire la guerre autrement, on n'a pas besoin d'une assemblée, on reste dans la guerre. Donc vous allez transférer des pouvoirs, et ces pouvoirs, ce ne sont pas n'importe quel pouvoir. C'est-à-dire qu'ils vont rendre la justice malgré tout. Au nom de qui? Au nom du roi ou pas? Vous allez mettre en place malgré tout des programmes scolaires. Ces programmes scolaires, comment vous allez enseigner l'histoire? Expliquez-moi. Comment vous allez enseigner la marche verte? Ça, c'est un très gros problème. Alors, d'autres problèmes viennent se poser, si vous voulez. C'est-à-dire que cette assemblée, elle va malgré tout être une assemblée d'élus sahraouis, et les élus sahraouis, ils vont constituer, qu'on le veuille ou non, un groupe ethnique. Donc, comment est-ce qu'un groupe ethnique va d'abord être reconnu par Rabat, va négocier avec Rabat, et comment, si vous voulez, vous allez leur donner des prérogatives, aussi faibles soient ces prérogatives, au nom finalement d'une identité pour laquelle ils se sont battus malgré tout pendant plus de 35 ans. Et si vous faites ça et que vous arrivez à ça, vous arrivez à deux problèmes majeurs. Un, l'identité sahraoui mise en avant dans les années 70 et à la fin des années 69 est malgré tout victorieuse, puisqu'elle existe sous forme d'autonomie. Donc finalement, ils ne sont pas si perdants que ça. Et s'ils ne sont pas si perdants que ça, ils peuvent mettre la barre haut et négocier de la manière la plus franche pour obtenir le maximum dans le cadre d'une autonomie que eux vont définir comme large et qui ne va pas être définie comme large par Rabat. Si vous voulez, l'adjectif large, ça dépend qui l'emploie et qui l'utilise. Alors, deuxième élément fondamental, si vous voulez, la monarchie aujourd'hui, elle est forte parce elle est arrivée, si vous voulez, à se donner ce rôle d'unificateur à partir d'un pouvoir centralisé, si vous voulez. En mettant en place une autre architecture institutionnelle, vous risquez à la fois d'affaiblir la monarchie ou en tout cas de lui donner une autre identité politique à ce Maroc. Et cette autre identité politique, à ce moment-là, on est devant une inconnue qu'il faut gérer. Et c'est pour ça que finalement, d'une part, on n'est pas prêt aujourd'hui de trouver une assemblée, et deuxièmement, ce n'est pas dit du tout que cette nouvelle architecture institutionnelle, elle vienne consolider aujourd'hui la monarchie. Alors, on inscrit ça dans une régionalisation, on veut diluer ça, on met ça dans le cadre d'une démocratie, d'une ouverture, d'une démocratisation. Simplement, comment vous allez concevoir cette démocratie participative avec ces gens-là? À quel vivre ensemble vous allez déboucher? Tout ça, ce sont des questions. Nous n'avons pas de réponse à tout ça. Et si vous voulez, non seulement nous n'avons pas de réponse à tout ça, et le Maroc continue à penser que, en faisant pression sur l'Algérie et sur les Sahraouis, en ayant pour, si vous voulez, appui Paris, Washington, le secrétaire général des Nations Unies, vous avez résolu tous les problèmes. Mais bien sûr que non. Là, vous êtes devant des problèmes purement politiques marocains, vous êtes devant des problèmes anthropologiques, et ce ne sont pas les capitales occidentales ou le secrétaire général des Nations Unies qui vont trouver des solutions à ces problèmes.